Chaque mois, des millions de personnes utilisent leur carte de crédit comme si c'était une extension de leur salaire. Elles paient le restaurant avec la carte. Elles achètent des vêtements avec la carte. Elles règlent l'épicerie avec la carte. Et dans leur esprit, tout va bien parce que le compte bancaire n'a pas encore bougé. Mais cette tranquillité est une illusion. Une illusion dangereuse qui construit silencieusement une prison financière dont il devient de plus en plus difficile de sortir. Le crédit n'est pas votre argent. C'est l'argent de quelqu'un d'autre. C'est une dette que vous contractez à chaque fois que vous passez cette carte. Et cette dette a un coût que beaucoup sous-estiment, ignorent ou simplement ne comprennent pas. Aujourd'hui, nous allons démonter cette illusion. Nous allons comprendre pourquoi le crédit est devenu un piège pour tant de personnes. Nous allons voir comment il fonctionne réellement. Et surtout, nous allons découvrir comment l'utiliser sans devenir son esclave. Le problème fondamental du crédit, c'est qu'il crée une séparation entre l'acte d'acheter et l'acte de payer. Quand vous payez en espèces, la douleur est immédiate. Vous sortez les billets de votre portefeuille, vous les donnez, ils disparaissent. Votre cerveau enregistre clairement « j'ai perdu quelque chose ». Cette douleur, aussi légère soit-elle, agit comme un frein naturel. Elle vous fait réfléchir avant d'acheter. Elle vous rend conscient du coût. Avec une carte de un crédit, cette douleur disparaît. Vous passez la carte, vous entrez un code, c'est fait. Aucune sensation de perte, aucun frein émotionnel. Les études en neurosciences le montrent. Payer avec une carte de crédit active beaucoup moins les zones du cerveau associées à la douleur que payer en espèces. C'est pour cette raison que vous dépensez systématiquement plus avec une carte qu'avec des espèces. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de perception. Le crédit transforme l'argent en abstraction. Quand vous regardez votre solde de carte de crédit, vous ne voyez pas 1000 € de dette. Vous voyez des chiffres sur un écran, des chiffres qui n'ont pas de poids, pas de texture, pas de réalité tangible. Votre cerveau a du mal à les traiter comme une vraie menace, et tant que vous pouvez faire le paiement minimum, tant que la banque ne vous bloque pas, vous avez l'impression que tout est sous contrôle. Mais voici la réalité brutale. Chaque euro que vous dépensez avec votre carte de crédit est un euro que vous devrez rembourser, avec des intérêts. Si vous ne payez pas l'intégralité de votre facture à la fin du mois, vous entrez dans le cycle de la dette à intérêt. Et ces intérêts sont exorbitants. En moyenne, les taux de crédit revolving tournent autour de 15 à 20% par an. Parfois plus. Cela signifie que si vous laissez traîner 1000 € de dette sur votre carte, vous payerez entre 150 et 200 € d'intérêt par an, juste pour avoir utilisé cet argent. Prenons un exemple concret. Vous achetez un téléviseur à 1000 € avec votre carte de crédit. Vous ne payez que le minimum chaque mois, mettons 50 €. Avec un taux d'intérêt de 18%, il vous faudra plus de 2 ans pour rembourser ce téléviseur. Et vous aurez payé au total environ 1200 €. Ce téléviseur à 1000 € vous aura finalement coûté 200 € de plus. 200 € que vous auriez pu économiser, investir, utiliser pour autre chose. 200 € partis en fumée juste parce que vous avez utilisé du crédit au lieu d'attendre d'avoir l'argent. Mais ce n'est pas tout. Le vrai piège du crédit, c'est l'effet boule de neige. Vous commencez par utiliser votre carte pour un achat, puis un autre, puis encore un autre. Chaque fois, vous vous dites que vous allez rembourser le mois prochain. Mais le mois prochain arrive, et il y a d'autres dépenses, des imprévus, des tentations. Vous ne pouvez pas rembourser intégralement. Alors vous payez le minimum. Et la dette reste. Pire, elle augmente parce que les intérêts s'accumulent. Et pendant ce temps, vous continuez à utiliser la carte parce que vous avez encore de la limite disponible. Vous avez l'impression d'avoir de l'argent. Mais ce que vous avez, c'est de la dette. Au bout de quelques mois, vous vous retrouvez avec plusieurs milliers d'euros de dette sur votre carte. Vous ne savez même plus exactement ce que vous avez acheté avec. Des restaurants, des vêtements, des petits achats en ligne, des cadeaux, des sorties, rien d'extraordinaire.
rien qui justifie cette montagne de dettes. Mais l'accumulation de toutes ces petites décisions vous a mené là. Et maintenant, une part importante de votre salaire part chaque mois dans le remboursement de cette dette. Vous travaillez pour payer des choses que vous avez déjà consommées, dont vous ne profitez plus. Le crédit crée aussi une autre illusion, celle du pouvoir d'achat. Quand vous recevez votre carte avec une limite de 3 000 €. Votre cerveau enregistre « J'ai 3 000 € disponibles ». Non, vous n'avez rien. Vous avez la possibilité de vous endetter de 3 000 €. Ce n'est pas la même chose. Mais cette confusion est entretenue, cultivée, encouragée par tout le système. Les banques, les magasins, les plateformes en ligne, tous veulent que vous pensiez que le crédit est de l'argent. Parce que plus vous le pensez, plus vous dépensez. Et plus vous dépensez, plus il gagne. Regardez comment le crédit est présenté. On vous parle de facilité de paiement en plusieurs fois sans frais, de profiter maintenant, payer plus tard. Tout est formulé pour minimiser la notion de dette, pour maximiser la notion de bénéfice immédiat. On ne vous dit jamais « endettez-vous maintenant, souffrez plus tard ». Pourtant, c'est exactement ce que ça signifie. Chaque euro de crédit que vous utilisez est un euro de liberté future que vous hypothéquez. Certains diront « mais le crédit est utile, on ne peut pas tout acheter comptant ». C'est vrai. Le crédit a sa place dans une gestion financière saine, mais il doit être utilisé de manière stratégique, consciente, réfléchie, pas comme un substitut de revenu. Il y a une différence fondamentale entre utiliser le crédit pour acheter un bien qui va générer de la valeur ou vous permettre d'atteindre un objectif important, et utiliser le crédit pour financer un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. Acheter une voiture à crédit parce que vous en avez besoin pour travailler et que sans voiture vous ne pouvez pas gagner votre vie, c'est une utilisation rationnelle du crédit. Acheter une voiture à crédit parce que vous voulez impressionner vos voisins alors que vous pourriez prendre les transports en commun, c'est une utilisation irrationnelle. Financer des études qui vont augmenter vos compétences et vos revenus futurs, c'est un investissement. Financer des vacances de luxe que vous ne pouvez pas vous permettre, c'est de l'inconscience. Le crédit devrait être un outil exceptionnel, pas un outil quotidien. Mais pour beaucoup de gens, c'est devenu l'inverse. Ils utilisent leur carte de crédit pour tout. Pour les courses, pour l'essence, pour les sorties, pour les petits achats en ligne. Ils ne se posent même plus la question. C'est devenu automatique. Et cette automatisation est exactement ce qui les mène à la catastrophe. Parlons maintenant des croyances qui entretiennent cette dépendance au crédit. La première croyance, c'est que tout le monde fait comme ça. Que c'est normal d'avoir des dettes de carte de crédit, que c'est juste une partie de la vie moderne. Faux. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens le font que c'est une bonne idée. La majorité des gens sont en difficulté financière. La majorité des gens vivent d'un salaire à l'autre. La majorité des gens n'ont pas d'épargne. Si vous voulez des résultats différents, vous devez faire des choix différents. La deuxième croyance, c'est qu'on a besoin du crédit pour se construire un historique de crédit. Que si on n'utilise pas de carte de crédit, on ne pourra pas emprunter plus tard pour une maison, une voiture. C'est partiellement vrai, mais c'est une justification dangereuse. Oui, un bon historique de crédit peut être utile, mais vous pouvez le construire en utilisant une carte de crédit de manière responsable. Payer une petite dépense chaque mois et rembourser intégralement. Vous n'avez pas besoin de vous endetter pour construire un historique. Vous avez juste besoin de montrer que vous savez gérer le crédit. La troisième croyance, c'est que le crédit permet de profiter de la vie maintenant au lieu d'attendre. Que la vie est courte, qu'il faut en profiter. Cette croyance est la plus toxique de toutes, parce qu'elle repose sur l'idée que le bonheur vient de la consommation, que profiter de la vie, c'est acheter des choses. Mais ce n'est pas vrai. Le bonheur ne vient pas des objets. Il vient des expériences, des relations, du sens que vous donnez à votre vie. Et beaucoup d'expériences riches ne coûtent rien ou presque rien. Ce qui coûte cher, c'est cette course permanente à la consommation, cette quête sans fin du dernier gadget, du dernier vêtement, du dernier voyage exotique. La quatrième croyance, c'est qu'on remboursera plus tard.
quand on gagnera plus, quand on aura une promotion, quand on aura un meilleur travail. Mais plus tard n'arrive jamais, parce que quand vous gagnez plus, vous dépensez plus. C'est un phénomène bien documenté en psychologie financière, l'inflation du style de vie. Vos dépenses augmentent proportionnellement à vos revenus. Si vous ne savez pas gérer 1000 euros, vous ne saurez pas gérer 2000. Le problème n'est pas le montant, c'est le comportement. La cinquième croyance, c'est que payer le minimum suffit, que tant qu'on fait les paiements minimums, tout va bien. C'est l'illusion la plus pernicieuse. Le paiement minimum est conçu pour vous maintenir endetté le plus longtemps possible. Il est calculé pour couvrir à peine les intérêts, laissant le capital presque intact. C'est ainsi que les banques maximisent leurs profits. Elles veulent que vous restiez endetté. Elles veulent que vous payiez des intérêts pendant des années. Le paiement minimum n'est pas une solution, c'est un piège. Parlons maintenant des mécanismes psychologiques qui rendent le crédit si addictif. Le premier, c'est la gratification instantanée. Nous sommes programmés pour préférer un plaisir immédiat à un bénéfice futur. Le crédit exploite ce biais. Il vous permet d'avoir ce que vous voulez maintenant, sans attendre. La douleur du remboursement est reportée dans le futur. Et dans notre esprit, le futur est abstrait, lointain, moins réel que le présent. Alors nous choisissons le plaisir maintenant et nous ignorons la douleur future. Le deuxième mécanisme, c'est l'optimisme irréaliste. Nous pensons que les choses vont s'arranger, que nous trouverons l'argent, que nous aurons une rentrée exceptionnelle, que quelque chose va se passer qui va résoudre le problème. Cette confiance excessive nous empêche d'affronter la réalité. Nous continuons à nous endetter parce que nous croyons sincèrement que nous pourrons gérer. Mais les statistiques montrent que la plupart des gens qui pensent ça se trompent. Le troisième mécanisme, c'est l'ancrage. Quand vous voyez un produit à 500 € et qu'on vous propose de payer seulement 50 € par mois pendant 12 mois, votre cerveau se focalise sur les 50 €. Ça semble gérable, ça semble petit. Vous ne calculez pas que vous allez payer 600 € au total. Vous ne pensez pas que pendant un an, vous aurez cette charge mensuelle qui va réduire votre marge de manœuvre. Vous voyez juste 50 €, je peux le faire. Et vous signez. Le quatrième mécanisme, c'est la compartimentation mentale. Nous avons tendance à séparer notre argent en différentes catégories mentales. L'argent sur le compte courant, c'est notre argent. La limite de crédit sur la carte, c'est aussi notre argent, mais dans une catégorie différente. Nous ne faisons pas la somme totale de nos dettes et de nos actifs pour avoir une vision claire de notre situation nette. Nous regardons chaque compte séparément. Cette compartimentation nous empêche de voir la réalité globale de notre situation financière. Le cinquième mécanisme, c'est la normalisation. Plus vous utilisez le crédit, plus ça devient normal. Plus vous avez de dettes, plus en avoir un peu plus ne semble pas grave. Vous vous habituez. Vous perdez la sensibilité. Ce qui aurait été impensable il y a quelques années devient acceptable. Vous passez de « je ne veux aucune dette » à 1000 € de dette, ce n'est pas si grave. À 3000 €, c'est gérable. À 5000 €, tout le monde a ça. Et chaque étape rend la suivante plus facile. Maintenant, comment sortir de cette spirale? Comment utiliser le crédit sans en devenir l'esclave? La première règle est simple mais absolue, ne jamais utiliser le crédit pour financer des dépenses courantes. Jamais. Si vous ne pouvez pas payer vos courses en liquide ou par débit immédiat, c'est que vous vivez au-dessus de vos moyens. Le crédit pour les courses, c'est le début de la fin. C'est le signal d'alarme qui vous dit « Votre situation financière est en train de s'effondrer ». La deuxième règle, si vous utilisez une carte de crédit, remboursez intégralement chaque mois, pas le minimum, intégralement. Si vous ne pouvez pas faire ça, alors vous ne devriez pas utiliser de carte de crédit. Utilisez une carte de débit. L'argent sort immédiatement de votre compte. Vous ne pouvez dépenser que ce que vous avez. C'est contraignant, oui, mais c'est précisément cette contrainte qui vous protège. La troisième règle, avant tout achat à crédit, calculez le coût total, pas le paiement mensuel. Le coût total.
Combien allez-vous payer au final, intérêt compris? Multipliez le paiement mensuel par le nombre de mois. Regardez ce chiffre en face. Demandez-vous, est-ce que ce produit vaut vraiment ce montant? Souvent, la réponse sera non. La quatrième règle, attendez. Avant tout achat important, imposez-vous un délai de réflexion. 1 semaine, 1 mois. Utilisez ce temps pour évaluer si vous avez vraiment besoin de ce produit, pour chercher des alternatives moins chères, pour économiser l'argent nécessaire pour l'acheter comptant. La plupart du temps, vous réaliserez que vous n'en avez pas vraiment besoin ou vous trouverez une meilleure solution. La cinquième règle, si vous avez déjà des dettes de carte de crédit, arrêtez d'utiliser la carte immédiatement. Rangez-la, coupez-la si nécessaire. Tant que vous continuez à l'utiliser, vous ne sortirez jamais de la dette. Vous remboursez d'un côté et vous réempruntez de l'autre. C'est comme essayer de vider une baignoire alors que le robinet coule. Fermez le robinet d'abord. La sixième règle, établissez un plan de remboursement agressif. Listez toutes vos dettes. Identifiez celle qui a le taux d'intérêt le plus élevé. Concentrez tous vos efforts sur celle-là. Payez le minimum sur toutes les autres. Et mettez tout l'argent supplémentaire que vous pouvez trouver sur la dette à taux élevé. Une fois qu'elle est remboursée, passez à la suivante. C'est la méthode de l'avalanche. Mathématiquement, c'est la plus efficace. Une alternative est la méthode de la boule de neige. Vous commencez par rembourser la plus petite dette, quel que soit son taux d'intérêt. Psychologiquement, c'est plus motivant, parce que vous éliminez une dette rapidement. Vous avez une victoire rapide. Cette victoire vous donne de l'élan pour continuer. Les deux méthodes fonctionnent. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre personnalité. L'important, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir. La septième règle, trouvez de l'argent supplémentaire. Réduisez vos dépenses. Vendez des objets dont vous n'avez plus besoin. Cherchez des sources de revenus complémentaires. Chaque euro supplémentaire que vous mettez sur votre dette réduit le temps de remboursement et le montant total des intérêts. La différence entre payer le minimum et payer même 50 € de plus par mois peut représenter des années de remboursement et des centaines d'euros d'intérêts économisés. La huitième règle, ne consolidez vos dettes que si c'est vraiment avantageux. Certaines personnes cherchent à regrouper toutes leurs dettes en un seul prêt avec un taux d'intérêt plus bas. Ça peut être une bonne stratégie, mais seulement si vous arrêtez vraiment d'utiliser le crédit. Sinon, vous allez juste libérer de la limite sur vos cartes et recommencer à vous endetter. Vous aurez alors le prêt de consolidation plus les nouvelles dettes. Votre situation sera pire qu'avant. La neuvième règle, construisez un fonds d'urgence. Une des raisons principales pour lesquelles les gens utilisent le crédit, c'est qu'ils n'ont pas d'épargne pour faire face aux imprévus. La voiture tombe en panne? Carte de crédit. Une urgence médicale? Carte de crédit. Un appareil électroménager qui lâche? Carte de crédit. Si vous aviez un fonds d'urgence, vous n'auriez pas besoin du crédit. Commencez petit, 500 €, puis 1000, puis 3 mois de dépenses. Ce coussin financier change tout. La 10e règle, changez votre relation à la consommation. Tant que vous croyez que le bonheur vient des objets, vous continuerez à vouloir acheter. Et si vous n'avez pas l'argent, vous utiliserez le crédit. Le vrai changement ne vient pas de meilleures techniques de gestion du crédit. Il vient d'une transformation profonde de votre rapport à l'argent et à la consommation. Apprenez à trouver la satisfaction ailleurs, dans les relations, dans les activités gratuites, dans la créativité, dans le sens que vous donnez à votre vie. Comprenez aussi que le crédit est une industrie qui fait des milliards de profits chaque année. Ces profits viennent de vous, des intérêts que vous payez, des frais que vous payez, des pénalités que vous payez. Cette industrie a tout intérêt à ce que vous restiez endetté. Elle investit des millions dans la recherche psychologique pour comprendre comment vous faire dépenser plus, comment vous faire emprunter plus, comment vous garder dans le cycle de la dette. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Vous devez savoir ce que vous faites aussi. Regardez les publicités pour les cartes de crédit. Elles ne montrent jamais quelqu'un en train de rembourser péniblement ses dettes.
Elles montrent des gens heureux, en vacances, qui achètent facilement, qui profitent de la vie. Elles associent le crédit au bonheur, à la liberté, au succès, mais c'est une manipulation. La réalité du crédit, c'est le stress, les factures, les nuits d'insomnie, la pression constante. C'est travailler pour rembourser des choses dont vous ne profitez plus. Le crédit n'est pas intrinsèquement mauvais, c'est un outil. Et comme tout outil, il peut être utilisé de manière constructive ou destructive. Un couteau peut servir à préparer un repas ou à blesser quelqu'un. Le crédit peut servir à acheter une maison qui va prendre de la valeur et vous permettre de construire un patrimoine, ou à financer un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre et qui va vous enfoncer dans la dette. La différence entre une utilisation intelligente et une utilisation destructrice du crédit tient à quelques principes simples. N'empruntez que pour des actifs qui vont générer de la valeur, remboursez le plus vite possible, comprenez parfaitement les termes du contrat, ne vous endettez jamais pour de la consommation courante et surtout, ne confondez jamais le crédit avec du revenu. Chaque fois que vous sortez votre carte de crédit, posez-vous ces questions. Ai-je vraiment besoin de cela maintenant? Puis-je me le permettre sans crédit? Qu'est-ce que cet achat va me coûter réellement? Intérêt compris. Est-ce que ça vaut ce coût? Comment cet achat va-t-il impacter mes finances dans les prochains mois? Si vous ne pouvez pas répondre clairement à ces questions, ne passez pas la carte. Vous n'êtes pas obligé de vivre comme tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de suivre le modèle dominant, dépenser plus que ce que vous gagnez, financer tout à crédit, vivre dans un stress financier permanent. Vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez choisir de vivre selon vos moyens, de n'acheter que ce que vous pouvez payer, de construire progressivement votre situation financière au lieu de la détruire avec des dettes. Ce choix demande de la discipline. Il demande de renoncer à certaines satisfactions immédiates. Il demande d'accepter de ne pas avoir tout de suite. Mais en échange, il vous offre quelque chose d'infiniment plus précieux. La tranquillité d'esprit, la liberté, le contrôle de votre vie. Quand vous n'avez pas de dette, vous dormez mieux. Vous êtes moins stressé, vous avez plus d'options, vous n'êtes pas obligé de rester dans un travail que vous détestez juste pour rembourser vos crédits. Vous pouvez prendre des risques, saisir des opportunités, vivre selon vos valeurs. Le crédit vous promet la liberté maintenant, mais il vous livre l'esclavage plus tard. L'absence de dette vous demande de la patience maintenant, mais elle vous offre la liberté plus tard. C'est un choix entre gratification immédiate et satisfaction durable, entre illusion et réalité, entre dépendance et autonomie. Vous savez maintenant pourquoi le crédit n'est pas un revenu. Vous comprenez les mécanismes qui vous poussent à l'utiliser de manière destructrice. Vous connaissez les règles pour l'utiliser de manière responsable ou pour vous en passer complètement. La seule question qui reste, allez-vous continuer à traiter le crédit comme de l'argent ou allez-vous enfin le voir pour ce qu'il est vraiment, une dette, que vous devrez rembourser?